Qui va vous convaincre? Nous sommes ensemble et en direct, c'est votre rendez-vous jusqu'à 21h. 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Rafik Smati, chef d'entreprise. Pendant le Covid, les Français ont épargné. Pas de touche à l'épargne, dit Rafik Smati. Pas de taxe Covid SVP. Maud Vergnol, co-directrice de la rédaction de l'Humanité. La droite sénatoriale rétrograde. Elle rejette la proposition de loi sur l'allongement de l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Nous serons aussi avec Céline Pic d'Oser le féminisme. Affaire de harcèlement ou agression sexuelle ou de viol. Dernière en date, Gérard Depardieu qui est mis en examen. De Georges Tron à Gérard Depardieu à Patrick Poivre d'Arvor. Stop à l'impunité, à la loi du silence, parce que ce sont des personnalités et parce qu'elles ont du pouvoir. Et puis Xavier Couture, pas de viande à la cantine lyonnaise, débat polémique. Mais attention, stop au discours anti-viande. Qui va vous convaincre? Démarre avec un œil sur ce qui se passe dans l'Essonne. On attend la venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et une prise de parole à propos de ces bandes rivales qui se sont affrontées, 2 affrontements en l'espace de 24 heures. Et il y a 2 morts, dont une adolescente de 14 ans. On va commencer ce qui va vous convaincre avec Rafik Smati. Depuis le début de la crise, les Français ont mis 200 milliards d'euros de côté, une manne indispensable pour la relance. Des entreprises comme celle de la grande distribution ont aussi largement tiré leur épingle du jeu, une progression de 7,8% du chiffre d'affaires. D'ailleurs, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, ne souhaite pas de taxe Covid. Je suis contre cette idée et je vais vous dire même, elle me gêne un peu. Pourquoi elle me gêne? D'abord parce que, encore une fois, la mobilisation au quotidien des équipes, tous les jours, depuis 1 an, elle a été exceptionnelle. Sortir juste de cette crise, on est encore un peu dedans d'ailleurs, et dire, tiens, si on faisait payer à ces gens-là le fait d'avoir été surmobilisés pendant la période, ça me gêne un peu. On a donc une réflexion pour taxer les entreprises. On a une réflexion aussi peut-être pour taxer l'épargne et ces 200 milliards. Rafik Smati nous dit non, stop, pas touche à l'épargne des Français. 90 secondes pour convaincre. Top chrono, Rafik. Les Français ont fait des économies ces derniers mois. Et depuis quelques jours, j'entends certaines voix s'élever pour réclamer une taxe sur précisément cette épargne. Eh bien, voyez-vous, moi, je suis absolument sidéré par cette propension qu'ont certains pour ce goût pour la taxe et pour les impôts. Vous avez d'un côté certains qui invoquent l'argument de justice sociale, sous prétexte que certains auraient pu mettre de l'argent de côté et que d'autres, malheureusement, ont souffert. Eh bien, il y aurait une injustice et ça serait à l'impôt de corriger cette injustice. Je trouve ce type de raisonnement extrêmement pernicieux. Et puis vous en avez d'autres qui disent, à juste titre, qu'il faut que l'épargne puisse être injectée dans l'économie réelle. Ce qui se tient, effectivement. Mais croyez-vous sincèrement qu'une taxe encouragera les Français à consommer davantage, sachant que le moteur principal de la consommation, ce ne sont pas les taxes, c'est la confiance. Alors pour autant, comment faire en sorte pour que les Français aient envie d'investir avec enthousiasme si possible? Eh bien, j'ai une proposition ce soir à adresser au gouvernement et notamment à Bruno Le Maire. Mettre en place un fonds d'investissement au capital garanti par l'État. Que ce fonds d'investissement puisse être piloté par la BPI ou par certaines entreprises privées, qui puissent faire en sorte que les Français puissent investir leur épargne de manière sécurisée dans des entreprises pour revitaliser le tissu économique et pour réindustrialiser la France. Pendant que certains jouent la lutte des classes ou l'impôt, je préfère penser entreprise, avenir, réindustrialisation et plein emploi. D'accord, c'est dit, c'est fait. Pas touche à l'épargne des Français. Maud Vergnol. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de sujets que vous abordez dans votre propos. Peut-être un petit peu de confusion. Si on parle de l'épargne des Français, en effet, on voit que c'est un débat puisque c'est un trésor de guerre sur lequel effectivement lorgne le gouvernement à juste titre pour sa politique de relance. Après, il y a quand même un fait que vous avez oublié de rappeler. C'est que cette épargne, effectivement, les Français ont moins dépensé, fermeture des restaurants, pas de vacances, etc. On ne sait pas trop de quoi vous parlez. Est-ce qu'on parle de l'épargne populaire ou est-ce qu'on parle de l'épargne en général? Sur ces 200 milliards d'épargne, 70% ont été accumulés par les 20% des plus riches. Il me semble pas, monsieur, moi, avoir entendu dans le débat public quiconque proposer de taxer l'épargne populaire. C'est se faire peur ou mentir que dire ça. Alors c'est très intéressant. À ma connaissance, laissez-moi terminer s'il vous plaît, à ma connaissance, personne n'a proposé de taxer l'épargne populaire, en l'occurrence le livret A, etc.
Par contre, effectivement, il y a un vrai enjeu qui a déjà été mis dans le débat public, par exemple au printemps, avec ce que l'acteur Vincent Lindon avait appelé la taxe Jean Valjean, qui consistait à dire que oui, cette crise, elle va créer des inégalités criantes qui sont confirmées par toutes les études, notamment celle d'Oxfam récemment, qui montre l'explosion de la richesse ceux qui étaient déjà les plus riches, et que, en effet, cette taxe Jean Valjean, qui est assez symbolique, après il y en a des déclinaisons aujourd'hui dans les propositions à gauche, elle permettrait d'aller chercher l'argent là où il est quand on va en avoir besoin. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs sujets dans votre intervention. De quelle épargne parle-t-on ? Vous faites un petit peu peur, parce qu'en plus ce gouvernement, on parle des 200 vous le savez très bien, ce gouvernement qui a supprimé l'ISF n'a aucune intention de rajouter des impôts supplémentaires, et même pas pour les plus riches. C'est un problème. Là où, si je puis me permettre, vous faites une grosse confusion. Vous dites 70% de l'épargne a été mobilisée par 20% des foyers les plus riches. C'est vrai, ce que vous dites, c'est un chiffre qui est réel. Mais 20% des foyers les plus riches, il faut savoir de quoi on parle. On parle des foyers, pas des individus, des foyers dont le revenu mensuel est supérieur à 4 000 euros par mois. C'est de ça dont on parle. Je ne crois pas qu'on soit en train de parler des super riches. Quant à la redistribution, et vous avez raison, il y a beaucoup de pauvreté dans notre pays et c'est un vrai sujet. Il faut savoir une chose, c'est qu'on bat le record du monde des prélèvements obligatoires. Avant les impôts, les écarts de revenus entre les 10% des Français les plus riches et les 10% des Français les plus pauvres, il est de 1 à 27. Après la redistribution, après les impôts, il est de 1 à 5. Donc il y a de la redistribution dans notre pays. Il y a de la redistribution. Donc ce qui veut dire que cet argent a plutôt intérêt à repartir dans le circuit économique que de repartir dans la masse de l'argent public, quoi. Il vaut mieux que cette épargne, les Français l'utilisent dans la consommation, dans la relance, en achetant, en partant en vacances, en achetant des biens, plutôt que ce soit prélevé par la taxe. Regardez ce qui s'est passé. Il y a un chiffre qui a été annoncé il y a quelques jours. Le déficit commercial de la France, 85 milliards. C'est un record. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en France, nous faisons des déficits pour acheter des produits que nous n'avons pas. Pourquoi ? Parce que nous avons cassé l'outil productif de notre pays. Eh bien, la clé de tous les sujets, et y compris celui de la pauvreté, de la réindustrialisation, de l'aménagement du territoire, c'est faire en sorte que nous puissions avoir une industrie qui reparte. Et ça veut dire qu'il faut plus d'argent dans l'économie productive de notre pays. Céline Pic. Moi, je vais aussi rebondir par rapport à ce qui a été dit par Maud, qui me semble très intéressant, c'est qu'on se focalise toujours sur la croissance sans regarder un petit peu ce qui se passe en termes des inégalités. On sait bien que l'épargne, elle a été générée par les 20% les plus riches. Ça veut dire que, effectivement, peut-être que 4 000 euros, c'est pas un seuil non plus des très très riches, mais ça veut dire que 80% de la population française, ça ne les concerne pas aujourd'hui. Et quand on regarde l'ensemble du quinquennat les 4 premières années du président Macron, les mesures se sont succédées pour diminuer l'imposition des revenus de l'épargne et des revenus financiers. On a eu effectivement la transformation de l'ISF en NIFI. Donc on a exclu déjà tous les dividendes, tous les revenus des plus-values boursières, et ça a coûté 3 milliards d'euros à l'État. Et ensuite, derrière, encore plus terrible, dans 3 milliards, c'est pour 2018, c'est le chiffre qui était sorti par l'INSEE, en perte entre la différence entre l'ISF et l'UEF. Attendez, laissez-moi terminer. Bah oui. Et ensuite, on parle de 300 familles, ça ne compense en rien. L'ISF, c'est pas 300 familles, non ? Le nombre... Attendez, laissez-moi finir, vous me coupez la parole en permanence et je répondrai à votre question, mais laissez-moi finir ma phrase. Et la deuxième mesure qui a été extraordinairement inégalitaire par rapport à l'épargne, c'est le PFU, c'est-à-dire flat tax, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui d'impôt progressif sur les plus-values boursières, sur les revenus des dividendes, et ça a coûté aussi des centaines de millions d'euros. Donc on est vraiment plutôt sur une tendance à avoir des revenus du capital qui sont moins fiscalisés que les revenus du travail, et c'est ça le gros problème. Et pour relancer la croissance, il faut relancer surtout... Et avec ça, on réussit l'exploit d'être les leaders mondiaux en termes d'impôts. En termes de prélèvement. Alors, on ne peut pas comparer les comparaisons qui sont faites sur le taux de prélèvement obligatoire maximum sont à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des pays où le système de santé est privé et on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je vois qu'on est dans une... Xavier Couture. Oui, dans un militantisme forcené. Non, c'est la réalité n'est pas là. La réalité, c'est qu'effectivement, nous dépensons aujourd'hui 56% de la richesse publique, et je pense que pour 2020, ce sera supérieur, compte tenu de la diminution de la richesse publique. C'est la dépense de la France pour l'ensemble de sa dépense publique, ce qui est déjà beaucoup trop, ce qui est un record. Qu'est-ce qui se passe avec ce qui s'est passé et l'épargne ? L'épargne, en fait, effectivement, elle touche, et comme vous l'avez très bien dit, elle touche les 20% qui représentent des foyers dépassant 4 000 euros. On est très loin des 300 familles. Très très loin. Ça, qu'est-ce qui s'est produit ? Il s'est produit que pendant une période où il ne pouvait pas y avoir de consommation, l'impôt
qui justement permet de répartir sur l'ensemble de la population la charge fiscale, c'est la TVA, a partiellement disparu. Or, il faut savoir qu'en France, 50%, plus de 50% de la population ne paye pas d'impôt sur le revenu. Ne paye pas d'impôt sur le revenu. Mais tout le monde paye la TVA. La redistribution dont vous parliez, cette redistribution, elle se fait effectivement, essentiellement lorsqu'il s'agit d'impôt sur le revenu, sur la partie de la population la plus aisée. En général, d'ailleurs, puisque c'est la grande tradition depuis 40 ans que je regarde comment fonctionne ce système, c'est en général les classes moyennes qui viennent effectivement payer pour l'ensemble de la population. Ah ben vous voulez le chiffre? Si vous prenez tous les impôts, impôts sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, impôts sur la succession, impôts sur la fortune immobilière, 10% des plus riches payent plus de 50% de l'assiette de l'impôt direct. Ça a été dit d'ailleurs, le rapport entre 1 à 27 qui revient à 5. Ah non, on voit bien que l'assiette, elle n'est pas bonne. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on veuille rétablir une taxe frappant les plus aisés au détriment de ceux qui auraient peut-être pu contribuer à la richesse nationale par la matière de la TVA, c'est une manière de pénaliser encore plus la population qui, aujourd'hui, fait vivre le pays dans des conditions extrêmement difficiles. Mais est-ce que l'intérêt, c'est pas plutôt au moment où tous les secteurs d'activité vont reprendre, de faire en sorte de recréer un climat de confiance et de faire en sorte que cet argent, ces 200 milliards, ils vont pas se déverser d'un coup, hein, de toutes les manières, mais reviennent dans le circuit de la consommation et tout le monde, et ce sera plutôt du gagnant-gagnant. Oui, mais toutes les études le démontrent. Hein. D'ailleurs, ça m'arrive pas souvent, mais je vais citer le Figaro, puisque c'est lui qui a mis ça, c'est ce journal qui a mis ça, ce débat sur la table hier. Toutes les études démontrent. Aussi, hein, donc vous jouez un petit peu à vous faire peur, parce que toutes les études démontrent que chez les classes populaires et moyennes, une fois que la période, la crise sera terminée, le peu d'épargne qu'ils ont mis de côté va être réinjecté dans l'économie réelle parce que les gens vont recommencer à voyager, à consommer peut-être un petit peu plus. Je vous coupe. Pardon, priorité au direct. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va s'exprimer. Il est dans l'Essonne.